on a des QRS fins. D'accord? Donc, on a des QRS fins, maintenant, l'extrasystole, elle a dépolarisé les ventricules de façon donc, elle a suivi la voie normale et puis elle a dépolarisé les ventricules, les oreillettes de façon rétrograde. C'est pour ça qu'on a une onde P rétrograde. La différence entre l'onde P rétrograde de la tachycardie réciproque sur faisceau accessoire et la réentrée intranodale, ça veut dire que l'espace RP', il est plus long. Mais chez qui m'a fait la tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale. Pourquoi? Puisque la réentrée intranodale, elle est elle est dans le auriculo-ventriculaire. C'est pour ça la dépolarisation des oreillettes, elle est proche du R, d'accord? Donc, on a l'espace RP' inférieur à 70 millisecondes, contrairement au faisceau de Kant. Donc, l'extrasystole, elle va descendre par cette voie, d'accord? Et elle va dépolariser les oreillettes par cette voie. Donc, il y a donc le chemin il est plus long. C'est pour ça le RP' il est plus long. Donc dans les tachycardies jonctionnelles sur voie accessoire. D'accord? Donc pour différencier les les tachycardies réciproques orthodromiques que celles de tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale. D'accord? Donc on peut faire le diagnostic sur l'ECG et des fois c'est difficile. Donc on aura recours à l'exploration électrophysiologique. D'accord? Donc, à l'ECG qui va vous dire. Donc, on va trouver des tachycardies à QRS fin. Donc, la fréquence, elle est entre 150 et 250. D'accord? Donc, on a un exemple de tachycardie de jonctionnelle par réentrée antidromique. On a orthodromique. Donc, l'extrasystole, elle est descendue par la voie normale, elle est remontée par la voie accessoire. On a le contraire. Donc, l'extrasystole, elle est descendue par la voie accessoire et elle est remontée par la voie normale. C'est pour ça, là, on a du QRS large. Pourquoi? Puisque l'influx électrique, il n'a pas suivi le nœud auriculo-ventriculaire, il n'a pas suivi le faisceau de His et le réseau de Purkinje, comme les extrasystoles. C'est pour ça qu'on a des QRS larges. Là, il faut faire la différence entre la tachycardie jonctionnelle par entrée antidromique, d'accord, et la tachycardie ventriculaire. Donc, on va faire la différence après. On va arriver aux tachycardies ventriculaires. Il faut pas que vous sachiez que cette entité, elle existe. D'accord? Donc, les tachycardies réciproques orthodromiques, donc, elles représentent la plupart des cas. Donc, dans 75% pratiquement des cas. Et dans 20%, on aura des tachycardies jonctionnelles par entrée antidromique. Donc, il ne faut pas garder ça en tête. Donc, le syndrome de Wolff-Parkinson-White, on aura des tachycardies jonctionnelles sur voie accessoire, que ce soit par entrée par réciproque par voie orthodromique ou bien par entrée antidromique. D'accord? C'est juste, l'extrasystole, elle a suivi la voie normale et l'antidromique, elle a suivi la voie accessoire. C'est pour ça qu'on a des QRS larges. À chaque fois, vous aurez des QRS différents, larges, modifiés. Il faut garder en tête que l'influx électrique, il n'a pas suivi les mêmes voies de conduction. Et c'est tout. Donc, voilà un schéma qui va expliquer les réentrées intranodales, qui m'a donné une tachycardie intranodale. Donc, le circuit de la réentrée, il siège au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Donc, on a la voie lente et la voie rapide. D'accord? Donc, qui m'a dit comme normalement l'influx électrique, donc il va descendre par la voie rapide avec une période réfractaire longue et il va dépolariser les oreillettes. Donc, à la suite d'une extrasystole, donc elle va trouver cette voie lente en période réfractaire, donc voie rapide, donc elle va emprunter le chemin de la voie lente, d'accord? Donc, il a dépolarisé ce nœud auriculo-ventriculaire, d'accord? Donc, là, la voie rapide, elle va sortir de sa période réfractaire. Donc, elle va être dépolarisée par l'extrasystole اللي خرجت من la voie lente, d'accord? Donc, راح تدخل une boucle. راح تبقى dépolariser في le nœud auriculo-ventriculaire. وراح تولي une tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée intranodale. À l'ECG, je قلت لكم كيفاش تعرفوا le RP' راح نلقاو court. Pourquoi? Puisque la dépolarisation elle va se faire juste ici. Par contre, au faisceau accessoire, d'accord?
Donc, on a le nœud auriculo-ventriculaire et on a le faisceau accessoire, d'accord, qui m'a dit comme l'extrasystole, elle va suivre la voie normale. C'est pour ça qu'on a des QRS fins et puis elle va remonter par la voie accessoire, d'accord. Donc, c'est pour ça, on a le RP', il est plus long que le RP', la voie intranodale, d'accord. OK, donc dans 60% à 75%, donc on aura une tachycardie orthodromique. Dans certains cas, donc l'extrasystole, elle va descendre par la voie accessoire et elle va remonter par la voie normale. C'est pour ça, là, on a une tachycardie qui s'appelle antidromique. Ça veut dire quoi? C'est une tachycardie à QRS large. D'accord? Voilà. Je crois qu'il faut donc, sur faisceau accessoire orthodromique, on a le QRS fin avec le RP', le P', et là, le P', elle est juste au niveau du pied du QRS, là, le mécanisme de réentrée. Donc, le RP', là, il est court, et le RP', là, il est plus long, d'accord? Donc là, on va faire la différence entre tachycardie jonctionnelle sur voie accessoire ou bien tachycardie jonctionnelle sur réentrée. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, c'est ça, les tachycardies à l'étage jonctionnel. Donc, pour le traitement, bien sûr, devant toute, devant toute tachycardie, donc, on doit s'assurer sur l'instabilité hémodynamique. Si le patient il est instable hémodynamique, on ne ptichit pas. Directement, on va faire un choc électrique externe, d'accord? Et comme on a dit tout à l'heure, donc les tachycardies régulières, surtout à l'étage supraventriculaire. Donc, pour le traitement, donc, on doit bloquer le nœud auriculo-ventriculaire de façon qui est temporaire. On sait tous que l'innervation du nœud auriculo-ventriculaire est assurée par le nerf vague. Donc, c'est pour ça les manœuvres vagales donc, vont permettre la réduction de la crise en inhibant la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire. C'est pour ça la première chose à faire, c'est on va effectuer des manœuvres vagales. Pourquoi? Pour stimuler le nerf vague. Le nerf vague a une activité inhibitrice sur la conduction auriculo-ventriculaire. D'accord? Donc, il faut noter ça en tête. Donc, on va commencer par les manœuvres vagales. En cas d'échec, on va agir par les traitements médicamenteux. Et normalement, le traitement médicamenteux en premier lieu, c'est la striadine ou bien l'adénosine. C'est un vasodilatateur qui va agir sur le nœud AV. Mais malheureusement, en Algérie, on ne le dispose pas. Mais il faut le connaître en théorie. D'accord? Arrivons maintenant au troisième palier. C'est ce qu'on utilise en pratique. Donc, on va administrer des traitements bloqueurs du nœud AV. Et comme maintenant, les bêta-bloqueurs, d'accord? On a des antagonistes calciques bradycardisants comme le verapamil et le diltiazem, et on a les digitaliques, plus rarement l'amiodarone. Donc l'amiodarone, c'est un antiarythmique qui va agir sur tout le myocarde, d'accord? Et pour la prévention des récidives, pardon, donc, pour la prévention des récidives, ces crises fréquentes et invalidantes, donc on va prescrire des bêta-bloquants au long cours ou bien des inhibiteurs calciques bradycardisants. D'accord? Et pour le traitement radical de ces troubles de rythme, c'est l'ablation par radiofréquence endocavitaire. Donc, on va effectuer une exploration électrophysiologique et on va mapper et on va chercher ce foyer ectopique et on va opter pour une ablation soit par radiofréquence, soit par cryothérapie. La radiofréquence, c'est l'utilisation du chaud. D'accord? La cryothérapie, c'est l'utilisation du froid. D'accord? Donc, on va ablater ce faisceau accessoire ou bien cette voie de réentrée intranodale. D'accord? Donc, ça, c'est pour le traitement. Donc, pour les crises, on a les manœuvres vagales, on a les traitements bloqueurs du nœud AV, et bien sûr, si instabilité hémodynamique, on va opter pour un choc électrique externe. Et pour la prévention des récidives, donc, on a des traitements pharmacologiques. C'est échec du traitement pharmacologique. Donc là, on va partir vers le traitement radical qui est l'ablation. Donc, arrivons maintenant aux tachycardies ventriculaires. On est dans les tachycardies ventriculaires. D'accord? Donc, on a vu les tachycardies vocales. J'ai pas compris manœuvre vagale. Vous ne connaissez pas les manœuvres vagales? Les manœuvres vagales, donc les manœuvres qui vont stimuler le nerf vague, comme la compression des globes auriculaires, le réflexe nauséeux, le massage des carotides, d'accord? C'est ça les manœuvres vagales.
معايا طبيبة؟ Oui. D'accord. Donc, arrivons maintenant au tachycardie ventriculaire, qui m'a l'extrasystole ventriculaire. Sauf que ce foyer il va prendre le relais à la place du nœud AV. D'accord. Donc, il y aura apparition d'un foyer ventriculaire anormal et autonome qui décharge de façon rapide supérieure à 100 battements par minute, successive et continue des pulsions électriques. D'accord. Donc, il va déprimer le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, lui, il va dépolariser de façon permanente les ventricules et ça va causer une désorganisation de la contraction ventriculaire et ça va compromettre l'éjection du sang. D'accord. Donc, on parle d'une tachycardie ventriculaire soutenue si on a une tachycardie qui dépasse les 30 secondes. Si inférieure à 30 secondes, là, on parle d'une tachycardie ventriculaire non soutenue. Donc, les causes de ces tachycardies ventriculaires, on peut avoir une TV sur cœur sain, ou bien une hypocalémie, elle va engendrer une tachycardie ventriculaire, ou bien sur un cœur pathologique, d'accord. Donc, il y a une installation de la fibrose, comme la dysfonction VG post-ischémique, la cardiopathie ischémique, ou bien dilatée, hypertrophique, DAVD, donc c'est la dysplasie arythmogène du ventricule droit ou bien suite à des cardiopathies congénitales. Donc, à l'ECG, qu'est-ce qu'on va trouver? Qui va les ESV? On va trouver des tachycardies à QRS large. Et les CQRS ne sont pas précédés par onde de P. D'accord. Donc là, il faut bien différencier les TV des tachycardies supraventriculaires à QRS large. Il m'a dit comme Gibila, il y a une tachycardie supraventriculaire, mais elle est large, qui a la conduction antidromique sur un faisceau accessoire. D'accord. Ou bien un patient, il a déjà un bloc de branche, donc déjà son ECG de base, a un QRS large. D'accord. Donc, qui راح تكون عنده une TSV راح تكون هذيك la TSV à QRS large. Donc il faut faire la différence entre TV et une TSV à QRS large et je vais vous donner quelques critères pour faire la différence. D'accord. Donc la tachycardie ventriculaire paroxystique qui m'a comme un foyer ectopique qui siège au niveau des ventricules et elle va dépolariser les ventricules de façon permanente à des QRS larges, d'accord, non précédés par onde de P avec une fréquence régulière. D'accord. Voilà un exemple de TV, d'accord. Donc le patient il a fait des extrasystoles et puis une extrasystole ventriculaire, elle a pris le relais à la place du nœud sinusal et du nœud AV et elle est en train de dépolariser les ventricules de façon permanente avec du QRS, du même morphologie, d'accord. Donc c'est une TV monomorphe. Donc il connaît la même morphologie, donc on parle d'une TV monomorphe. Si on a des QRS différents, d'accord, là on parle d'une TV polymorphe, d'accord. Et là, pour le diagnostic. Donc, comment on fait la différence entre une tachycardie ventriculaire, donc un foyer ectopique ventriculaire proprement dit, une tachycardie supraventriculaire à QRS large. Là, la tachycardie supraventriculaire, on a pratiquement deux ou trois critères à distinguer. D'accord. Donc, les ventricules, ils sont en train de dépolariser par le foyer ectopique. D'accord. Donc, mais le nœud sinusal, il n'est pas vraiment atteint. D'accord. On a le nœud auriculo-ventriculaire qui est atteint, qui est éteint, éteint. D'accord. Pourquoi? Le nœud sinusal, il est en train de dépolariser les oreillettes. D'accord. Mais il arrive au nœud auriculo-ventriculaire, il est dépolarisé par par le foyer ectopique siégé au niveau des ventricules. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura qui met le bloc auriculo-ventriculaire. On a une dissociation auriculo-ventriculaire. Voilà, là, on note une activité onde P sinusale. D'accord. Donc, on a une activité P sinusale, mais ces ondes P sinusales, lorsqu'elles arrivent au nœud auriculo-ventriculaire, elles sont déjà dépolarisées par le foyer ectopique ventriculaire. D'accord. Donc, on aura un ventriculogramme dépolarisé par le foyer ectopique et les oreillettes, elles sont dépolarisées par le nœud sinusal. Donc, on aura une dissociation auriculo-ventriculaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas toujours les visualiser, mais on aura cette dissociation lorsqu'elles sont visibles, d'accord. Donc, on a une dissociation complètement des QRS et leur fréquence, elle est normale ou bien inférieure à celle du ventriculogramme, d'accord. Donc, le premier critère à différencier une TSV d'une tachycardie ventriculaire.
La TSV ما فيهاش la dissociation. D'accord? Donc, راح تكون عندنا dépolarisation des ventricules et des oreillettes de façon harmonieuse. D'accord? La TV, non. راح تكون عندنا une dissociation. Le nœud sinusal, il est en train de travailler tout seul et le nœud ectopique, donc le foyer ectopique, il est en train de travailler tout seul. D'accord? Arrivons maintenant à la présence de complexes de capture ou bien de fusion. Ça veut dire quoi? Donc, c'est quoi le complexe de capture? Donc, le nœud ectopique ventriculaire, il est en train de dépolariser le ventricule, d'accord? Mais le nœud sinusal, il dépolarise les oreillettes. Donc, mais il va trouver le nœud auriculo-ventriculaire, il est sorti de sa période réfractaire, d'accord? Donc, il va précipiter et il va dépolariser les ventricules. Donc, de temps en temps, le nœud sinusal, il a donné une impulsion, d'accord? Donc, il y a un complexe de capture, d'accord? Et des fois, il y a un complexe de fusion. C'est quoi le complexe de fusion? Il provient de la rencontre d'un QRS d'origine sinusale et d'un QRS d'origine ventriculaire, d'accord? Donc, c'est un aspect mélangé. Il est intermédiaire entre les deux QRS, d'accord? Donc, le nœud sinusal, il a dépolarisé la moitié des ventricules et le foyer ectopique, il a dépolarisé l'autre moitié, d'accord? Donc, on aura un QRS ni fin ni large au milieu d'une tachycardie à QRS large. Là, c'est parmi les critères pour pouvoir dire que c'est une tachycardie ventriculaire, d'accord? Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, pour la TV polymorphe, donc c'est une TV à QRS polymorphe. Donc, on a plusieurs foyers ectopiques. Donc, les complications de cette tachycardie ventriculaire, donc, tout d'abord, les étiologies qui m'abordent, elles peuvent compliquer toutes les cardiopathies avec dysfonction ventriculaire, les cardiopathies ischémiques, les anévrismes du ventricule gauche, ou bien elles peuvent survenir sur un cœur sain, surtout chez les sujets jeunes. D'accord? Donc, on aura une dysfonction beaucoup plus du système nerveux autonome. Donc, la complication la plus redoutable, c'est la défaillance cardiaque. C'est l'OAP, le collapsus, la syncope et la lipothymie. Et la plus crainte des TV, c'est la dégénérescence en fibrillation ventriculaire et bien sûr, la mort subite. Donc, pour le traitement, donc la TV, elle peut être sans conséquence et non ressentie par le patient. D'accord? Mais souvent, elle est mal tolérée. Elle va mettre en jeu le pronostic vital, d'accord? Donc, surtout s'il y a une cardiopathie sous-jacente existe, comme la cardiopathie ischémique, la dysfonction VG, d'accord? Donc, elle nécessite donc un traitement immédiat, d'accord? Donc, si la TV, elle est mal tolérée, donc on a un ou bien syncope, hypotension, dyspnée d'état de choc. Donc là, on va opter pour un choc électrique externe en urgence, d'accord? Si la TV elle est bien tolérée, on peut commencer par un traitement médicamenteux. Donc, on doit restaurer ce rythme sinusal, d'accord? Donc, on doit éteindre ce foyer ectopique et laisser le nœud sinusal travailler, d'accord? Soit par un choc électrique externe programmé, par des moyens, ou bien par des moyens pharmacologiques. Donc, on va faire une réduction pharmacologique, d'accord? Donc, on a la réduction électrique, c'est le choc électrique, ou bien la réduction pharmacologique, c'est l'utilisation des traitements antiarythmiques, à savoir la cordarone par voie intraveineuse, d'accord? Donc, et pour la prévention des récidives, donc on va opter par un traitement antiarythmique, donc on va garder une dose d'entretien, que ce soit par des bêta-bloquants ou bien de la cordarone, et on doit traiter la cardiopathie sous-jacente, d'accord? Si on a une cardiopathie ischémique, donc on va vasculariser, d'accord? Et bien sûr, on doit avoir un équilibre ionique, d'accord? Donc, on opte toujours à avoir une bonne calémie, d'accord? Et bien sûr, si échec de ces traitements antiarythmiques, on va opter à la destruction du foyer arythmogène par radiofréquence. Donc, c'est comme l'ablation à l'exploration électrophysiologique. Et bien sûr, pour la prévention du mort subite, donc il y a des recommandations pour ça. Donc, un patient qui fait une TV et il fait un mort subite, donc ressuscité. Donc là, on doit mettre un défibrillateur automatique implantable pour la prévention d'autres TV, d'accord? Donc, arrivons maintenant aux tachycardies irrégulières. Donc, on a fait tachycardie régulière, donc on dit irrégulière. Donc, on a fait irrégulière à l'étage supraventriculaire.
Donc, la tachycardie atriale multifocale, c'est comme la tachycardie atriale unifocale, mais là, on a plusieurs foyers. Donc, on ne va pas se tarder sur ce chapitre. Et on a la fibrillation atriale. Donc, c'est le chef de file des arythmies et le flotteur atrial, pratiquement. Donc, la physiopathe, elle se diffère, mais la prise en charge, c'est la même pour la fibrillation atriale et le flotteur. Pour les tachycardies irrégulières ventriculaires, on aura des tachycardies ventriculaires mais polymorphes et on a les TV et les torsades de pointe. D'accord? Donc, là, on va sauter les tachycardies atriales multifocales. Donc, on va passer directement à la fibrillation atriale. D'accord? Donc, alors, c'est quoi une tachycardie, une fibrillation atriale? Donc, la fibrillation atriale, c'est le trouble de rythme le plus fréquent. D'accord? Donc, sa prévalence, elle augmente avec l'âge. Donc, elle est due à quoi? Elle est due à la dépolarisation anarchique et rapide des oreillettes. D'accord? Donc, à l'origine d'une activité électrique désordonnée, une contraction ventriculaire totalement désynchronisée. D'accord? Donc, on aura de multiples foyers de micro-réentrées ou des foyers ectopiques au niveau des oreillettes à cause d'une fibrose au modelage des oreillettes. Donc, l'oreillette, elle va se faire dépolariser de façon anarchique, d'accord? Donc, cette activité anarchique, elle résulte des décharges d'un foyer ectopique souvent situé au niveau des veines pulmonaires, donc qui sont responsables de l'initiation et le maintien de cette fibrillation atriale lorsque de multiples circuits de micro-réentrées donc existent au sein de ce tissu atrial, d'accord? Donc, pour le mécanisme de la fibrillation atriale, donc on a deux conditions à la réentrée dans la fibrillation atriale. Donc on a tout d'abord les lésions hétérogènes des oreillettes qui m'ont toujours avec le triangle de Koumel. C'est le substratum anatomique, d'accord? De la alpha. Donc, on a une altération morphologique des oreillettes, surtout la gauche, donc que ce soit par dilatation ou la fibrose, qui m'a flash TA, qui m'a fait valvulopathie, surtout le rétrécissement mitral, d'accord, causée par des lésions tissulaires, donc avec désorganisation des cellules myocardiques, donc ça va induire une hétérogénéité des périodes réfractaires entre les ondes saines et les ondes atteintes, d'accord? C'est pour ça qu'on a cette activité anarchique. Et bien sûr, sans oublier le facteur déclenchant, toujours le triangle de Hoover. Donc, ces réentrées sont souvent déclenchées, toujours la gâchette, l'extrasystole auriculaire. D'accord? Donc, car l'extrasystole, elle est précoce et elle ne laisse pas de temps à toutes les ondes de l'oreillette lésées de sortir de leur période réfractaire. D'accord? Donc, juste avec la zone, elle va sortir de la période réfractaire, elle va être trouvée dépolarisée par l'extrasystole. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a des foyers des micro-réentrées. Donc, la fibrillation atriale, c'est le diagnostic le plus facile des arythmies. D'accord? Donc, on aura plusieurs foyers ectopiques de micro-réentrées. Donc, ça va une dépolarisation permanente des oreillettes. واش راح نشوفوا في لو سي جي ما راحش تكون عندنا اون اون دو بي وحده باسكو عندنا اون دو بي هذه ديفيرونت راح تكون عندنا une trimulation de la ligne de base, d'accord? Donc on aura ما راحش تكون عندنا une onde de P. Donc la fréquence elle est très 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 rapide, d'accord? Donc هنا le foyer auriculo-ventriculaire il va être dépolarisé de façon anarchique par les foyers ectopiques. C'est pour ça qu'on a une fréquence régulière. Mais le QRS il est toujours fin. Pourquoi? Puisque ces influx électriques donc ils vont suivre le même chemin des voies de conduction normales. Sauf que là, le rythme il est irrégulier. D'accord? Donc, on a une trimulation de la ligne de base, d'accord? Puisqu'on a des multiples foyers ectopiques. Et par la suite, on aura une fréquence ventriculaire et régulière. D'accord? Donc, pour la clinique, donc, le patient, il peut être asymptomatique, surtout les sujets âgés. Des fois, la découverte de la CFA, c'est fortuitement, d'accord? Des fois, on aura des palpitations ou bien carrément des signes d'insuffisance cardiaque ou bien des complications thromboemboliques. Pourquoi on aura une insuffisance cardiaque? Puisqu'il y a l'activité anarchique des oreillettes, donc ça va altérer la contraction, ça va altérer la systole auriculaire. Et ce qui altère la systole auriculaire, maintenant, on aura un mauvais remplissage du ventricule gauche. C'est ce qui induit les crises d'insuffisance cardiaque et les crises d'OAP. Donc, on aura une altération du remplissage ventriculaire. Et les complications thromboemboliques, donc la contraction anarchique des oreillettes, ça va favoriser la stagnation du sang. D'accord? Donc,
ça va favoriser la formation des emboles, des thrombus au niveau des oreillettes et ça va passer dans la circulation systémique. D'accord. Donc, on aura des complications thromboemboliques comme les ischémies des membres, les ischémies mésentériques, les accidents vasculaires cérébraux, les accidents thromboemboliques, même au niveau des coronaires. D'accord. Donc, tout ça, ça va engendrer par les complications thromboemboliques et ça va permettre donc de mettre le traitement anticoagulant pour la FA. Donc, on va arriver par la suite au traitement. Donc, à l'ECG, on va noter une absence d'onde de P, hémagglutine, remplacée par une trimulation de la ligne de base. Donc, sous forme d'onde de F irrégulière rapide. Donc, on a la réponse ventriculaire, elle est rapide, elle est irrégulière. Mais les QRS sont souvent fins. D'accord. Parfois, elles sont larges par aberration de conduction. D'accord. Donc, voilà un exemple pour la fibrillation atriale. Donc, en D2, en autre, on a déjà, on a une trimulation de la ligne de base. Il y a une chose, hein, les patients parkinsoniens, d'accord. Donc, il faut faire la différence. Un malade avec maladie de Parkinson, donc, il peut avoir une trimulation de la ligne de base, d'accord. Donc, il faut éliminer ça. Donc, trimulation de la ligne de base, pas d'onde de P visible, d'accord. On a des QRS fins, mais les QRS sont la fréquence, elle est irrégulière. Donc ça, c'est le diagnostic de la fibrillation atriale. Les étiologies, on a plusieurs étiologies. Donc, il y a des étiologies cardiaques comme les valvulopathie, le chef de file, c'est le rétrécissement mitral. On a les cardiopathies ischémiques, cardiopathies hypertensives ou bien hypertrophiques. D'accord. Donc, tout ça, ça va favoriser l'installation de la fibrose au niveau des oreillettes. D'accord. Donc, ça va se couper encore une fois et je vais repartager. D'accord. Donc, ne partez pas, on est dans la fin du chapitre. D'accord. Et bien sûr, on a les causes extracardiaques, comme les intoxications éthyliques, l'hyperthyroïdie, les infections bronchopulmonaires. D'accord. La conséquence, comme on a dit tout à l'heure, on a des conséquences hémodynamiques. Pourquoi? Donc, on a une chute du débit cardiaque et insuffisance cardiaque gauche par rapport avec la tachycardie et la perte de la systole auriculaire. Donc, on aura des anomalies du remplissage du ventricule gauche, par conséquent, une diminution du débit cardiaque. Et on a les complications thromboemboliques favorisées par la stase auriculaire et migration embolique périphérique pouvant entraîner des accidents vasculaire cérébrale. Donc, c'est pour ça l'intérêt de l'évaluation du rythme de risque thromboembolique.
que le patient il nécessite une anticoagulation à vie ou bien non, d'accord? Donc, la chasse c'est quoi? C'est chronic heart failure, c'est l'insuffisance cardiaque. Elle est définie par une fraction d'éjection inférieure ou égale à 40%. H, c'est l'hypertension. A, c'est l'âge supérieur ou égal à 75 ans. Et chaque item, il a un point, d'accord? D, c'est diabète. S, c'est stroke, c'est les accidents thromboemboliques. V, c'est une pathologie vasculaire comme la coronaropathie. Et A, c'est l'âge supérieur à 65. Et il faut noter qu'on a l'âge 75, c'est 2 points. 65, c'est 1 point. D'accord? Donc, pour le traitement thromboembolique, d'accord? Donc, s'il est égal à 0, donc le patient n'a aucune tare, donc on ne va pas anticoaguler, surtout chez les sujets jeunes. Si le score il est supérieur ou égal à 1, là, il y a une indication à anticoaguler. D'accord? Donc là, c'est pour l'évaluation du risque thromboembolique. Là, c'est pour la gestion de l'arythmie. Donc la gestion de l'arythmie fera deux volets. On a le contrôle de la fréquence, donc on va agir seulement sur la fréquence cardiaque. Donc on a accepté ce trouble de rythme. Donc on va agir seulement sur le rythme. Et il y a le contrôle du rythme sinusal. Ça veut dire quoi? On doit restaurer le rythme sinusal et on va le garder. Donc on va voir ça par la suite. D'accord? Donc, on va commencer par le traitement thromboembolique. D'accord? Donc, on a deux entités. Une fibrillation atriale, elle est secondaire à une valvulopathie. D'accord? Comme le rétrécissement mitral. Ou bien un patient porteur d'une prothèse. D'accord? Pas autrefois, elle est dite FA valvulaire. Maintenant, le risque thromboembolique, il est d'emblée important. D'accord? Un patient a un rétrécissement mitral, donc l'oreillette, elle est toujours sous pression. Et la prothèse aussi, donc c'est un risque thromboembolique élevé. Là, l'anticoagulation, elle est indiquée. Donc, on n'a pas besoin de calculer le score Schwarzwald. D'accord? Donc, la FA valvulaire ou bien une prothèse, là, c'est une indication à anticoaguler. Il n'y a pas une indication à calculer le Schwarzwald. D'accord? Pour la FA secondaire aux autres étiologies, dite FA valvulaire, d'accord? Donc, comme l'hypertension artérielle, comme d'autres causes, d'accord? Donc, là, on doit calculer le score Schwarzwald. Comme si on trouve le score à 0, donc pas d'indication anticoagulée. Si le score est supérieur ou égal à 1, on va anticoaguler. D'accord? Le volet des traitements thromboemboliques. D'accord? Donc, la FA a deux volets. Le volet, il y a le traitement et la prévention des complications thromboemboliques. D'accord? Et le volet, il y a la gestion de l'arythmie en elle-même. Donc, pour le problème rythmique, soit oui, كي تكون كاينه ديلاتاسيون امبورطون ماشي يقعد بلي سونتي كواغيلون افي يعني قبل ما يوصل فيبريلاسيون اتريال. لا كاين des indications. Le patient a une dilatation des oreillettes. Est-ce qu'il présente un rétrécissement mitral associé ou non? Une dilatation atriale isolée, ce n'est pas une indication à anticoaguler. Il a une fibrillation atriale. وإذا كان عندك انسيفيزونس ميترال مينيم وكاينه ديلاتاسيون تاع اوجي لازم Non, il n'y a pas une indication à anticoaguler. L'indication à anticoaguler, si on a un rythme sinusal, c'est seulement le rétrécissement mitral serré. D'accord? Si tu as un rétrécissement mitral serré avec dilatation importante de l'oreillette, même si le patient il est en rythme sinusal, là, tu dois anticoaguler. D'accord? Mais si tu as une insuffisance mitrale avec oreillette dilatée, tu anticoagules pas tant que le patient il est en rythme sinusal. D'accord? Tu anticoagules si le patient en FA, mais selon le score Schwarzwald. D'accord? وإذا كان عنده utiliser le score Schwarzwald, أنا قلت لك sauf إلا عندك rétrécissement mitral ولا بروثèse mécanique, c'est tout. طبيبه اذا كان واحد عنده انسيفيزونس ميترال ودي زيكسترا سيستول ماشي فيبريلاسيون اتريال انسيفيزونس ميترال مينيم مع ديلاتاسيون تاع الباثولوجي. Tu vas donner juste un traitement bêta-bloqueur ou un traitement anti-arythmique, c'est tout. Il n'y a pas une indication à donner des traitements anticoagulants. D'accord, merci. D'accord. Donc, nous arrivons au problème rythmique. D'accord. Donc, nous avons deux volets. Soit on accepte la FA et on va agir sur la fréquence. D'accord. Donc, on va ralentir le rythme cardiaque. C'est la stratégie contrôle
du rythme, d'accord? Donc, on va renforcer le blocage du nœud AV pour réduire la transmission auriculo-ventriculaire afin d'améliorer la symptomatologie ou bien l'état hémodynamique. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qui m'a dit qu'on a 3 médicaments bloqueurs du nœud AV. On a les bêta-bloqueurs, on a la digoxine, on a les anticalciques bradycardisants, d'accord? Mais si on n'accepte pas la FA, sujet jeune, l'oreillette elle n'est pas dilatée, d'accord, donc il n'y a pas de remodelage vraiment important de l'oreillette, là on va opter pour une stratégie de contrôle du retour au rythme sinusal, d'accord. On va restaurer le rythme sinusal, que ce soit par cardioversion électrique, donc un choc électrique externe qui va être programmé sous sédation, soit par un traitement et antiarythmique, c'est ce qu'on appelle la réduction chimique. On va utiliser que ce soit la cordárante ou bien la flécaïne. D'accord. La flécaïne, il faut noter ça en tête, il faut l'utiliser sur cœur sain. D'accord. Donc, c'est ça les armes thérapeutiques. D'accord. Donc, pour le problème rythmique, aide à contrôle du rythme ou bien restauration du rythme sinusal. OK. Et bien sûr, sans oublier, donc le traitement radical de la FA, c'est l'ablation. Donc, l'ablation elle se fait au niveau des veines pulmonaires. Pourquoi le foyer ectopique est souvent situé au niveau des veines pulmonaires. Les veines pulmonaires qui s'abouchent au niveau de l'oreillette gauche. Donc, on va faire les micro-foyers de réentrée à la FA. Donc, on va faire une ablation de ces foyers, d'accord, par cryothérapie, donc au niveau des veines pulmonaires. Ça, c'est le traitement médical, d'accord. Donc là, choix entre réduction ou bien ralentissement. D'accord. Donc, on va essayer d'abord de contrôler le rythme pour les patients avec FA persistante. Donc, sauf si FA elle est récente, donc inférieure à 48 heures. Là, on va opter pour une stratégie de restauration du rythme. Le patient il est symptomatique, il est jeune, d'accord. Ou bien c'est une FA secondaire à une cause favorisante traitée ou bien corrigée, d'accord. Mais si tu as un patient a une prothèse, on va restaurer le rythme sinusal, ça va récidiver, d'accord. Donc, ça ne sert à rien de restaurer. Un patient avec rétrécissement mitral ou un patient âgé, un patient coronarien, l'OG elle est très dilatée ou bien RM serré, là, on va opter pour un contrôle de fréquence. Ça veut dire quoi? On va accepter cette fibrillation atriale. Puisque si on restaure le traitement sinusal, au bout de quelques temps, ça va récidiver. Puisque le substratum anatomique, elle est là. D'accord. L'oreillette, elle est très large. On a une prothèse ou bien on a un rétrécissement mitral très serré. D'accord. Un patient plus âgé, il y a de la fibrose. Donc là, on ne peut pas restaurer le traitement sinusal. On va agir seulement sur la fréquence. D'accord. Ça, c'était pour l'heure atriale. Donc, la clinique et la prise en charge, c'est la même que la FA, sauf que la physiopathe, elle est différente. La tachycardie atriale, elle est secondaire à un circuit de macro-réentrie. Chez qui m'a fait la fibrillation, c'est plusieurs foyers de micro-réentrée. Il y a un seul foyer de macro-réentrée. D'accord. Comme on le voit ici, donc il siège beaucoup plus au niveau de l'oreillette droite. Donc, on a un circuit de macro-réentrée. Donc, il va surtout compliquer les pathologies de l'oreille droite. D'accord. Donc, elle a la même évolution comme les accidents thromboemboliques, les poussées d'insuffisance cardiaque, comme la fibrillation atriale. Pourquoi? Puisqu'il va altérer la systole auriculaire. D'accord. Donc, dans sa forme typique, donc il s'agit d'un circuit de macro-réentrée, il est purement auriculaire, donc il va tourner avec une fréquence pratiquement de 300 battements. D'accord. Alors, la conduction auriculo-ventriculaire, elle va dépendre de l'efficacité du filtre de nœud auriculo-ventriculaire. On a le nœud auriculo-ventriculaire, il dispose d'une activité décrémentiel. Donc, il ne va pas permettre le passage de 30 battements par minute vers les ventricules. Donc, il va filtrer. Donc, il va permettre de passer 150. D'accord. À la wesh, une onde de P تفوت, une onde de P ما تفوتش. D'accord. Donc, il ne va pas permettre la conduction avec l'influx électrique le flotteur vers les ventricules. D'accord. Donc, parfois, à l'ECG, donc, on a l'ECG. À l'ECG, donc on va trouver une tachycardie atriale régulière
ماشي كيما la FA, elle est irrégulière puisqu'on a un seul foyer de micro-réentrée. Elle est bien organisée sous forme d'onde de F dans l'aspect en toit d'usine ou bien en onde de scie. La fréquence تاعهم est pratiquement à 300 par minute. Donc, elle est bien visible au niveau de D2 et D3. Donc, vous voyez, on a une descente lente et une montée rapide. Descente lente, montée rapide. D'accord? Donc, on a la fréquence entre les deux oreillettes. Les deux P à 300. Mais les ventricules, ils ne vont pas permettre le passage de 300. Donc, en 2P, on conduite, en 2P, non conduite. D'accord? Donc, on a un flotteur avec une conduction 2 pour 1. D'accord? Puisqu'à la quand tu as une fréquence à 300, les ventricules, ça va générer une AV et ça va générer la mort subite. D'accord? Les ventricules ne vont pas supporter une fréquence très élevée. D'accord? Donc, c'est clair pour le flotteur. Donc, on a la disparition de l'onde de P, on a remplacé par onde de F grande, onde de C ou bien en toit d'usine, avec une descente lente, montée rapide. Descente lente, montée rapide. Donc, il y a l'onde de F. D'accord? Elle n'est pas conduite, elle est conduite. Elle a donné un QRS. D'accord? Mais qui la fréquence entre les deux oreillettes, elle est à 300. Donc, ça, c'est le flotteur typique. Mais la fréquence entre les deux ventricules, elle est à 150. D'accord? Pourquoi? Puisque le nœud auriculo-ventriculaire, il dispose d'une activité décrémentielle. OK? Donc, là, pour le traitement, c'est la conduction, elle est un peu plus longue. Donc, on a 4 pour 1. Maintenant, si on administre des traitements qui vont bloquer encore le nœud auriculo-ventriculaire, donc la conduction, elle sera plus lente. D'accord? Donc, on a les ondes de F, ondes de C, mais on a une conduite et 3 bloqués. Une conduite, 3 bloqués. D'accord? Donc, là, on a donné des traitements bloqueurs du nœud AV. On a cité tout à l'heure. On a les bêta-bloqueurs, on a les digitaliques et on a les inhibiteurs calciques bradycardisants. Donc, pour le traitement, ça sera le même traitement que la fibrillation atriale. D'accord? Donc, on a le volet thromboembolique, on va calculer toujours le score CHA2, mais si on a un rétrécissement mitral ou bien prothèse, là, on va anticoaguler directement. Et bien sûr, on a le traitement sur le volet réticulaire. On a réduction des ondes après, avant chaque choc, il faut s'assurer que le patient est bien découvert. D'accord. On a un petit résumé de l'état cardiaque supraventriculaire, on a la fibrillation atriale avec plusieurs foyers ectopiques, on a le flotteur, la tachycardie atriale, un seul foyer, et la tachycardie jonctionnelle réciproque par entrée intranodale et par faisceau accessoire. D'accord? Donc, arrivons maintenant au dernier chapitre, c'est les fibrillations ventriculaires. Donc, c'est quoi une FV? Elle est en rapport avec plusieurs cycles de réentrée à l'étage ventriculaire. Ils vont être responsables de contractions ventriculaires complètement désordonnées, sans aucune efficacité. Qui va la fibrillation atriale? Il y aura plus une activité vraiment anarchique des ventricules. Donc, c'est une extrême urgence. Elle va nécessiter un choc électrique externe. D'accord? Donc, on a une activité électrique anarchique des ventricules avec présence d'ondulations irrégulières, larges, très rapides, avec trémulation de la ligne isoélectrique, sans tour à la ligne basse. D'accord? Maintenant, c'est des manœuvres de réanimation directement et le seul traitement pour produire une fibrillation ventriculaire chez le choc électrique externe. Et bien sûr, un patient qui fait une FV ressuscité par choc électrique externe, il doit être bénéficié d'un défibrillateur automatique implantable pour une prévention d'ultérieure récidive. D'accord? Et sans oublier le traitement étiologique. Pourquoi le patient il a fait un FV? Donc, on doit traiter la cardiopathie sous-jacente. D'accord? Si on a une cardio... Oui. قلتي بلي قبل ما ندير شوك الكتريك لازم يكون الباسيون سوز انتيكواغيلون. Oui, anticoagulation n'est pas permanente. Donc, avec l'anticoagulation, ça reste le choc. N'importe quel patient. Est-ce qu'on opte pour une anticoagulation permanente ou non, selon le score CHA2? Mais pour tous les patients, d'accord, que ce soit le score négatif ou la positif, donc, le choc, le patient déjà là en FA. Donc, on ne sait pas est-ce que l'oreillette, elle a déjà généré des thrombus ou là. D'accord? Donc, soit on dit ETO, une écho transosophagienne, parce que je vois bien l'auricule gauche, à la recherche de thrombus, soit on dit 21 jours d'anticoagulation efficace.
d'accord, pour pouvoir faire le choc. Alors, ouais, puisque quand on dit le choc, avec restauration du rythme sinusal, il y a risque de migration d'un thrombus, d'accord. Après, on va juger, même si on restaure le rythme sinusal. Pour le jeune, on a restauré le rythme sinusal, c'est bon, le score SHATS-VA il est zéro, on va arrêter l'anticoagulation. Mais si on a un patient avec une hypertension artérielle, donc là déjà le score SHATS-VA il est à 1, d'accord. Donc il y a une indication à anticoaguler. Même si on a instauré le traitement sinusal, on doit anticoaguler à vie, d'accord. بصح طبيبه في لي زونتيكوغيلون كاين دي كونتر انديكاسيون كيما بوست بارتوم ايموفيلي اذا كان الباسيون عنده ايموفيلي زعما ايموراجي ما نديرلاش شوك الكتريك لا ماشي هنا il faut peser le pour et le contre, d'accord. Donc est-ce que le risque hémorragique le thromboembolique تاع الباسيون تاعك وتشوفي le retentissement تاع la CFA تاعك, d'accord. Est-ce que ça retentit sur l'état cardiaque تاع le patient ou bien non, d'accord. Donc là il faut faire des situations particulières, il faut peser le pour et le contre, d'accord. Donc là il faut prendre en compte le risque hémorragique et le risque thromboembolique, d'accord. Donc c'est des cas par cas, ok. Ça se discute. Il n'y a pas de recommandation spéciale pour les hémophilies, d'accord. Ça se discute, d'accord. Oui, elle a ça pour le patient. D'accord, oui, avec qui il faut peser le pour et le contre et le retentissement surtout de la FA, d'accord. Si le patient a une danse cardiaque, ça altère le remplissage ventriculaire, ça, d'accord. Là, on est obligé de faire la réduction, d'accord. Ok. Donc, là, arrivons à la FV. Donc, on a une activité anarchique des ventricules. Son retour à la ligne isoélectrique, là, c'est une extrême urgence. Le traitement, c'est le choc électrique externe. Et le dernier trouble de rythme à l'étage ventriculaire, c'est une tachycardie régulière, c'est la torsade de pointe. C'est quoi une torsade de pointe? C'est une tachycardie ventriculaire polymorphe. Elle est faite de la succussion rapide, donc allant de 180 jusqu'à 200 par minute, des complexes URS élargis. Donc, l'amplitude, elle est fluctuante. D'accord. Donc, on a une sorte de torsion autour de la ligne isoélectrique. On dirait accordéon. D'accord. Donc, on a le mécanisme beaucoup plus, c'est l'allongement de l'intervalle QT. D'accord. Donc, qui peut être que ce soit congénitale ou bien acquise, comme les troubles ioniques, l'hypocalémie, l'hypocalcémie, l'hypomagnésémie. Tout ça, ça va favoriser l'allongement de l'intervalle QT. Donc, l'allongement de l'intervalle QT, ça va provoquer une torsade de pointe. D'accord. À la wesh, puisqu'elle a l'allongement du QT, augmente le risque que l'ESV elle va tomber sur l'onde de T. Le phénomène R sur T. D'accord. Donc, le phénomène R sur T, elle va déclencher une torsade de pointe. Voilà, un QT lent. À l'occasion d'une extrasystole, elle est tombée sur l'onde de T et elle a déclenché une torsade de pointe. Donc, là, la torsade de pointe, le traitement. Donc, on va accélérer la fréquence cardiaque pour raccourcir le QT. Donc, كل ما نزيدوا في la fréquence cardiaque, on va raccourcir le QT, soit par l'isoprénaline ou bien une sonde d'entraînement électrophysiologique qui m'offre le BAB. Soit on va corriger les facteurs favorisants, on va arrêter les médicaments qui vont allonger le QT, ou bien on va corriger les déficits ioniques, on va faire une perfusion de magnésium ou pas potassium. Mais la crainte à la torsade de pointe, c'est la dégénérescence en fibrillation ventriculaire. Donc, si on a une dégénérescence à la fibrillation ventriculaire, là, on va choquer directement et par la suite, on va corriger les facteurs favorisants. D'accord. Donc, c'est clair pour les torsades de pointe. Oui. C'était le dernier trouble de rythme. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais, j'ai tardé un peu, donc درنا pratiquement شحال درنا في le cours 1h40, 1h45. Alors, Tabeba qui pose des questions. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Là, donc, on se voit lors du prochain cours. D'accord. Et bon courage. طبيبة واش ركزتوا في الحوايج الامبورطون في الكور trouble de rythme واش هضرت لك كامل سي امبورطون. D'accord. Mais il faut savoir le mécanisme de l'arythmie, d'accord. Tu sais, mais c'est quoi l'arythmie? Le triangle de l'arythmie, d'accord.
تعرفي c'est quoi un trouble de rythme à l'étage auriculaire, jonctionnel ventriculaire, d'accord? Les médicaments à utiliser, d'accord? Le traitement, la FA, le diagnostic. Donc, j'essaie le maximum d'être claire et d'être simple les troubles de rythme, puisque je sais c'est la bête noire des élèves. D'accord? Et je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. ميرسي، صحتك سالمة. ميرسي.